Ceux qui sont à la recherche de l'horreur hantent les pays étrangers et lointains, les catacombes de Ptolémée, les mausolées sculptés des pays de cauchemar, voilà ce qu'il leur faut. Ils escaladent au clair de lune les tours des châteaux ruinés de la vallée du Rhin, descendent en chancelant des marches couvertes de toiles d'araignée au milieu de pierres éparses, vestiges de cités d'Asie dont le nom a sombré dans l'oubli. Les bois hantés, les montagnes désolées sont leurs sanctuaires. Ils flânent autour des monolithes sinistres dans des îles désertes. Mais le véritable amateur de terreur, celui qui trouve la justification de son existence dans la recherche d'un frisson nouveau, insurpassable, ne connaît rien de mieux que les fermes isolées dans les bois de la Nouvelle-Angleterre. Les éléments les plus sombres, solitude, ignorance, absurdité, concourent à l'instauration d'une atmosphère hideuse qui touche à la perfection. Le spectacle le plus affreux est offert par les petites maisons de bois nus à l'écart des routes fréquentées, généralement tapies sur un versant humide couvert d'herbe ou adossées à quelques roches gigantesques affleurant la surface. Elles se trouvent là depuis 200 ans ou davantage. Pendant ce temps, les plantes grimpantes ont tout envahi, les arbres ont développé leurs frondaisons en surface et en épaisseur. Elles sont presque cachées sous des luxuriances de verdure qui n'obéissent à aucune discipline, protégées sous des linceuls d'ombre. Mais les fenêtres à petits carreaux semblent toujours vous lancer des regards sinistres à travers l'immobilité de la mort, qui éloigne la folie parce qu'elle étouffe le souvenir de l'inexprimable. Dans ces maisons ont vécu des générations de gens étranges, comme le monde n'en a jamais vu de semblables. Possédés par une croyance ténébreuse et fanatique qui les a fait bannir du sein de leurs semblables, leurs ancêtres étaient venus chercher la liberté dans la nature sauvage. Les rejetons d'une race aventureuse se développèrent ainsi à l'abri des tracasseries de leurs compatriotes, mais se réfugièrent dans un consternant esclavage à l'égard des sombres fantasmes de leurs propres esprits. La vitalité de ces puritains qui se trouvaient à l'écart des lumières de la civilisation prit des chemins étranges. Dans leur isolement, leur besoin morbide de pénitence, la lutte pour la vie qu'ils étaient obligés de mener contre une nature inflexible, il se trouva que certains traits sombres de leur caractère remontèrent sournoisement des profondeurs préhistoriques de leur ascendance nordique. Pratiques par nécessité, rigides par philosophie, ces gens ne se souciaient guère d'esthétique quand il s'agissait de péché. Ils faisaient des écarts, comme il arrive à tous les mortels, mais l'intransigeance de leurs principes les conduisait à rechercher avant tout le secret. Ils se souciaient donc de moins en moins de la beauté de ce qu'ils avaient à dissimuler. Seules les maisons figées, silencieuses, endormies au fond des bois peuvent dire tout ce qui se cache depuis les premiers temps, mais elles ne sont pas communicatives, elles répugnent à secouer la somnolence qui les aide à oublier. On estime parfois qu'il serait charitable d'abattre ces maisons, car elles doivent souvent rêver. C'est dans un édifice éprouvé par le temps et répondant à cette description que je fus contraint de pénétrer un après-midi de novembre 1896 par une pluie si abondante et si glacée qu'il convenait de gagner n'importe quel abri plutôt que d'y rester exposé. Je voyageais depuis un certain temps parmi les populations de la vallée de Miskatton, en quête de documents généalogiques. En raison de l'éloignement de mes objectifs, des sinuosités de mon itinéraire et du côté problématique de l'entreprise dans son ensemble, j'avais trouvé commode d'utiliser la bicyclette malgré la saison avancée. Je me trouvais à cet instant sur une route apparemment abandonnée, que j'avais choisie comme étant la plus courte pour me rendre à Arkham. Surpris par un orage en un lieu éloigné de toute agglomération, et n'ayant devant moi aucun refuge possible que cette antique et rebutante maison de bois dont les fenêtres obscurcies par la poussière me faisaient des clins d'yeux entre deux ormes massifs dépouillés de leurs feuilles au pied d'une colline rocheuse. Bien qu'éloignée de tout vestige de route, cette bâtisse me fit, dès le premier coup d'œil, une impression défavorable. À dire vrai, les édifices vraiment sains ne prennent pas,
pour examiner le voyageur, cette expression sournoise et hautaine. Au cours de mes recherches généalogiques, j'avais fait connaissance avec des légendes d'un autre siècle qui m'avaient inspiré des préventions contre les endroits de ce genre. Mais les éléments déchaînés ont triomphé de mes hésitations, et sans plus tergiverser, je poussai ma machine le long du sentier envahi par les herbes, jusqu'à la porte close qui n'évoquait pour moi rien de particulièrement accueillant. J'avais en quelque sorte admis que la maison était vide d'habitants, mais en approchant je cessais d'en être si sûr. Les sentiers étaient en effet envahis par les herbes, mais ils subsistaient encore partiellement, ce qui écartait l'idée d'un abandon total. Au lieu d'essayer d'ouvrir la porte, je frappai donc. Je perçus au même instant une sorte de trépidation que j'eus de la peine à m'expliquer. Pendant que j'attendais sur la dalle grossière et moussue qui tenait lieu de seuil, j'examinais les fenêtres et l'imposte, et remarquai que les vitres, bien qu'obscurcies par la saleté, n'étaient pas brisées. Malgré son isolement, son air abandonné, cette maison devait être encore habitée. Cependant, comme je n'obtenais pas de réponse, après une nouvelle tentative faite en appelant, j'essayai de faire fonctionner la serrure rouillée et je m'aperçus qu'elle n'était pas fermée. La porte ouvrait sur un petit vestibule. Sur les murs, le plâtre s'écaillait, et il se dégageait de là une odeur légère mais particulièrement abominable. J'entrai avec ma bicyclette et refermai la porte. Devant moi s'amorçait un escalier étroit, flanqué d'une petite porte qui menait probablement à la cave. À gauche et à droite, il y avait des portes closes, qui conduisait vraisemblablement aux pièces du rez-de-chaussée. J'appuyai ma monture contre un mur, ouvris la porte de gauche et entrai dans une petite chambre basse de plafond, prenant jour par 2 fenêtres poussiéreuses et meublée de la plus sommaire façon. C'était apparemment une sorte de salon, garni d'une table et de plusieurs chaises, égayé par le tic-tac d'une pendule très ancienne, placée sur l'immense cheminée. Livres et papiers y étaient peu nombreux, et avec l'obscurité qui régnait, je ne pouvais même pas lire les titres. Ce qui m'intéressait, c'était un aspect archaïque uniforme, visible jusque dans le moindre détail. J'avais trouvé la plupart des maisons de la région riches en reliques du passé, mais ce qu'il y avait de curieux dans cette pièce, c'était que tous les objets, sans exception, étaient anciens. Je ne pus y découvrir un seul objet plus récent que l'époque révolutionnaire. Si le mobilier avait été moins pauvre, on se serait trouvé au paradis du collectionneur. Tandis que je passais en revue cet étrange appartement, je sentais croître la répugnance qu'avait déclenchée en moi le sinistre aspect extérieur de cette maison. Je n'aurais pu d'aucune façon définir ce qui m'inspirait de la crainte ou du dégoût, mais il y avait dans l'atmosphère un relent d'impiété et d'affreuse grossièreté datant d'un âge révolu, et la trace de secrets qu'il valait mieux laisser se perdre. Je n'avais aucune envie de m'asseoir, j'allais et venais, examinant les divers objets qui m'avaient frappé. Ma curiosité se porta tout d'abord sur un livre de taille moyenne, posé sur la table. Son aspect était si antique que je m'étonnais de le trouver dans un lieu qui n'était ni un musée ni une bibliothèque. Il était relié en cuir, avec des ferrures,
et se trouvait en excellent état de conservation. C'était également un ouvrage qu'on ne s'attendait pas à trouver dans une maison aussi modeste. Mon étonnement s'accrut quand j'eus ouvert le livre et examiné la page de titre. Il s'agissait d'une véritable rareté, tout simplement la description par Pigafetta de la région du Congo, rédigée en latin d'après les notes du navigateur Lopex et imprimée à Francfort en 1598. J'avais souvent entendu parler de cet ouvrage, avec ses curieuses illustrations des frères de Brie, si bien que, pendant un moment, tout à mon envie de le feuilleter, j'oubliais mon malaise. Ces gravures vraiment intéressantes étaient issues de l'imagination des artistes et de descriptions inexactes, car on y voyait des nègres à la peau blanche, avec tous les caractères de la race caucasienne. J'aurais vite refermé ce livre, si une circonstance banale n'était pas venue bouleverser mes nerfs fatigués et faire renaître cette sensation d'inconfort dont j'avais souffert. Ce qui me troublait, c'était la tendance persistante de ce volume à s'ouvrir de lui-même à la planche 12, qui représentait avec une affreuse minutie une boutique de boucher chez les cannibales Zanziques. Ma susceptibilité à l'égard d'une chose aussi dérisoire m'inspirait une certaine honte, mais je n'y pouvais rien. Ce dessin me bouleversait, surtout quand je le rapprochais des descriptions sur les pratiques gastronomiques des Zanziques qui s'y trouvaient jointes. Tourné vers un casier voisin, j'étais en train d'examiner son maigre contenu. Une Bible du XVIIIe siècle, un Voyage du pèlerin de la même époque, illustré de bois grotesques et imprimé par le spécialiste en almanach Isaiah Thomas, un ouvrage massif de Cotton Mather, en très mauvais état, Magnalia Christi Americana, et quelques autres livres à peu près de la même ancienneté, quand j'entendis, à ne pas m'y tromper, un bruit de pas dans la pièce au-dessus. Comme je n'avais obtenu aucune réaction en frappant à la porte d'entrée, je fus un peu interloqué. Puis je me dis que celui que j'entendais marcher venait à peine de sortir d'un profond sommeil. Je fus donc un peu moins surpris d'entendre descendre l'escalier en faisant craquer les marches. Le pas était lourd, mais ce que je n'aimais pas, c'est qu'en dépit de cette lourdeur, c'était le pas de quelqu'un qui n'avance qu'avec d'infinies précautions. En entrant dans la pièce, j'avais refermé la porte. Après un instant de silence pendant lequel l'autre devait être en train d'examiner ma bicyclette, je l'entendis fourrager dans la serrure et je vis le battant de la porte s'ouvrir lentement. Il y avait sur le seuil un personnage dont l'étrange aspect m'aurait fait pousser les hauts cris si je n'avais pas été retenu par ma bonne éducation. Très âgé, en haillons, avec une grande barbe blanche, le physique et la contenance de mon hôte ne pouvaient inspirer qu'un mélange d'étonnement et de respect. Il devait bien mesurer 6 pieds de haut, et malgré sa vieillesse et sa pauvreté, il était large et vigoureux en proportion. Son visage, presque entièrement dissimulé par une longue barbe montant haut sur les joues, paraissait anormalement coloré et moins ridé qu'on aurait pu s'y attendre. Sur son vaste front retombait une mèche de cheveux blancs clairsemée par l'âge. Le regard de ses yeux bleus, mais quelque peu injectés de sang,
paraissait inexplicablement pénétrant et fulgurant. Mais n'eût été son aspect affreusement négligé, cet homme aurait pu paraître aussi distingué qu'il était impressionnant. Ce côté mal tenu le rendait rebutant, malgré son visage et son allure. J'aurais pu difficilement dire comment il était vêtu, car je ne voyais en lui qu'un amoncellement de haillons au-dessus de lourdes bottes montantes, et sa malpropreté défiait toute description. L'apparence de cet homme, la crainte instinctive qu'il inspirait, développait en moi comme de l'inimitié. Si bien que je ne fus pas loin de sursauter de surprise en ayant l'impression d'une incongruité insolite, quand il me désigna un siège et s'adressa à moi d'une voix fluette, mais empreinte d'un respect cajoleur, avec toutes les prévenances que l'on doit à un hôte. Il avait une très curieuse façon de parler, dans un dialecte yankee très accentué, que je croyais disparu depuis longtemps. Il s'assit devant moi et je ne cessai de l'étudier. « Pris par la pluie, n'est-ce pas? Content que vous ayez été près de la maison et que vous ayez eu la sagesse d'entrer. Je pense que je devais dormir, car je ne vous ai pas entendu. Je ne suis plus jeune et j'ai besoin d'énormément de sommeil. Vous voyagez pourquoi? Je n'ai plus vu beaucoup de gens sur cette route depuis qu'ils ont supprimé le relais d'Arkham. » Je lui répondis que je me rendais précisément à Arkham et je lui présentai mes excuses pour mon intrusion dans son domicile. Puis il poursuivit. « Heureux de vous voir, mon jeune monsieur. Les visages nouveaux sont rares par ici. Je parie que vous venez de Boston, n'est-ce pas? Je n'y ai jamais été, mais je reconnais un homme de la ville tout de suite. Nous en avons eu un comme maître d'école en 84, mais il est parti brusquement, et nous n'avons plus entendu parler de lui. » Le vieillard émit alors une sorte de ricanement et ne répondit pas à ma demande d'explication. Il paraissait être d'excellente humeur en tout cas, pour quelqu'un d'excentrique, au point de se montrer dans un pareil accoutrement. Il bavarda un instant, passant d'un sujet à l'autre avec une bonne humeur mêlée de quelque fébrilité, quand je fus pris de l'envie de lui demander comment il avait pu découvrir un livre aussi rare que le Regnum Congo de Pigafetta. L'effet produit sur moi par ce livre ne s'était pas atténué, et j'éprouvais quelques hésitations à en parler. Mais ce qui est assez curieux, c'est que je surmontais toutes les vagues frayeurs qui s'étaient accumulées en moi depuis que j'avais jeté sur cette maison mon premier coup d'œil. À mon grand soulagement, ma question ne parut pas le moins du monde déplacée, et le vieil homme se mit à y répondre sans contrainte et avec volubilité. « Oh, ce livre africain! Le capitaine Ebenezer Holt m'a vendu ça en 68, et il a été tué à la guerre. » Le nom d'Ebenezer Holt me fit dresser l'oreille. Je l'avais rencontré dans mes travaux généalogiques, mais dans aucun document postérieur à la Révolution. Je me demandais si mon hôte ne pourrait pas m'être de quelque secours dans la tâche que je poursuivais, et je décidai de lui en parler. Il poursuivit. Ebenezer commandait un bateau de commerce à Salem depuis des années, et il ramassait toutes sortes de curiosités dans les ports. Il a eu ça à Londres, je crois, car il aimait aussi faire des achats dans les boutiques. J'ai été chez lui sur la colline une fois, pour vendre des chevaux quand j'ai vu le livre. J'aimais beaucoup les images, alors il me l'a donné en échange d'autre chose. C'est un curieux livre. Tenez, laissez-moi chercher mes lunettes. » Le vieux fouilla dans ses haillons et en sortit une paire de lunettes crasseuses extraordinairement vieillies, munies de verres octogonaux et de branches d'acier. Il les chaussa, saisit le volume et se mit à le feuilleter ramoureusement. Ebenezer pouvait en lire des passages. C'est du latin, mais moi je ne sais pas. 2 professeurs qui sont venus ici m'en ont lu un peu, et Passon Clark, celui dont on dit qu'il s'était noyé dans l'étang. Vous sauriez m'en donner une idée? Je lui répondis que j'en étais capable, et je traduisis à son intention l'un des derniers paragraphes. Si je me trompais, il n'était pas assez savant pour me reprendre, car il manifestait une joie enfantine à écouter ma traduction. Son voisinage devenait de plus en plus incommodant,
mais je ne voyais aucun moyen d'y échapper sans l'offenser. Le goût puéril que ce vieillard ignorant manifestait à l'égard des images, dans un livre qu'il ne savait pas lire, m'amusait beaucoup, et je me demandais jusqu'à quel point il était capable de mieux déchiffrer les quelques livres anglais qui ornaient la pièce. Cette manifestation de candeur atténua sensiblement la vague appréhension que j'avais éprouvée jusque-là, et je souris en entendant mon hôte poursuivre son bavardage. « Curieux comme les images peuvent faire réfléchir. Prenez celle-ci et regardez sur le devant. Avez-vous déjà vu des arbres comme ça, avec de grandes feuilles qui s'agitent en haut et en bas? Et ces hommes, ça ne peut pas être des nègres, c'est un comble. Un genre d'Indiens, je pense, même s'ils vivent en Afrique. Certaines de ces créatures ont l'air de singes, ou bien moitié homme, moitié singe, mais je n'ai jamais entendu parler de rien de pareil à celui-ci. » Il désignait une créature fabuleuse, imaginée par l'artiste, qu'on aurait pu décrire comme une sorte de dragon avec une tête d'alligator. « Mais maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a de mieux, plus loin, vers le milieu. » Il se mit à parler d'une voix mieux assurée. Ses yeux brillaient d'un éclat nouveau, mais ses mains tâtonnantes, bien que paraissant encore plus maladroites, se tiraient très bien du rôle qu'il leur assignait. Le livre s'ouvrit presque de lui-même, comme s'il avait été fréquemment consulté à cet endroit, sur la 12e planche, évoquant le spectacle repoussant d'une boutique de boucher chez les cannibales anziques. Mon malaise reparut, mais je n'en laissai rien paraître. Ce qu'il y avait de particulièrement bizarre, c'était que l'artiste avait représenté les Africains exactement comme des Blancs. Les membres et les quartiers accrochés au mur de la boutique étaient affreux à voir, et le boucher, muni de sa hache, hideux et incongru. Mais mon hôte paraissait goûter ce spectacle autant que je le trouvais pour ma part détestable. « Qu'en pensez-vous? Vous n'avez jamais rien vu de semblable par ici, hein? Quand j'ai eu ça sous les yeux, j'ai dit à Eboholt, c'est quelque chose qui vous remue et qui active la circulation. Quand je lisais les textes de Schrypter sur la façon de tuer de certaines tribus, comme les Midianites, ça me donnait des idées, mais ça n'évoquait pas d'image. Là, on peut voir comment ça se passe. Je pense que c'est un péché, mais est-ce que ce n'est pas dans le péché que nous sommes nés, les uns et les autres, et que nous vivons? Ce gars qu'on découpe me donne chaque fois le frisson, mais je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Vous voyez le boucher qui lui coupe les pieds? Sa tête est sur l'établi, un bras à côté, l'autre à côté du billot. » Tandis que l'homme, en proie à une extase révoltante, marmonnait ces mots, son visage prenait une expression indescriptible, mais le ton de sa voix baissait plutôt que de s'élever. Quant à mes propres sensations, elles étaient quasiment impossibles à décrire. Toute la terreur vaguement ressentie remontait avec une vigueur accrue. Je prenais conscience du dégoût intense que m'inspirait ce vieillard croulant et repoussant. Il était incontestablement fou, ou bien au moins partiellement pervers. Il parlait dans un souffle, d'une voix rauque plus effrayante qu'un cri. Je ne pouvais m'empêcher de trembler en l'entendant. Comme je disais, c'est curieux ce que les images déclenchent de pensées. Vous ne savez pas, mon jeune monsieur, je suis plutôt un brave homme. Quand j'ai eu le livre d'Ebb, je me suis mis à le regarder souvent, spécialement après avoir entendu un dimanche les discours excités de ce gros bonnet de Passon Clark. Un jour, j'ai essayé quelque chose. Allons, mon jeune monsieur, ne faites pas la mauviette. Je regardais simplement l'image avant de tuer un mouton pour l'apporter au marché. Tuer le mouton ensuite, c'était comme qui dirait plus amusant. La voix du vieil homme baissait encore de niveau. Par moments, c'était à peine si elle restait audible. Je prêtais l'oreille au bruit de la pluie, aux vibrations des fenêtres, aux petits carreaux crasseux, et notais un grondement annonçant l'approche d'un orage, insolite en cette saison. Il y eut un éclair terrifiant. Un coup de tonnerre vint ébranler la fragile maison jusque dans ses fondations, mais l'homme poursuivit son discours à mi-voix, sans avoir l'air de s'en apercevoir. « Tuer les moutons,
C'était plus drôle d'un sens, mais vous comprenez, pas tout à fait satisfaisant. C'est curieux à quel point une envie irrésistible peut facilement s'emparer de vous. Puisque vous adorez le Tout-Puissant, jeune homme, n'en parlez à personne, mais je vous jure par Dieu que cette image a commencé à me donner envie de nourriture vivante que je ne pouvais ni élever ni acheter. Allons, restez là, où allez-vous donc? Je ne faisais rien, je me demandais seulement l'effet que cela me ferait si je le faisais. On dit que la viande donne du sang et de la chair, vous infuse une vie nouvelle, si bien que je me demandais si elle ne ferait pas vivre un homme de plus en plus longtemps, puisque c'est la même chose. Mais je ne connus jamais la suite de ce monologue à voix basse. L'interruption ne fut pas la conséquence de ma frayeur, ni de l'aggravation subite de la tempête, dont la fureur était pourtant telle que je m'attendais à tout moment à rouvrir les yeux sur un désert de ruines calcinées. Elle résulta d'un événement très simple, bien qu'en quelque sorte inhabituel. Le livre restait ouvert à plat devant nous, l'illustration répugnante sous nos yeux. Au moment où le vieillard prononçait ces mots « c'est la même chose », j'entendis le bruit à peine perceptible de quelque chose qui tombait et qui apparut sur le papier jauni. Je pensais à une goutte de pluie ayant traversé un toit manquant d'étanchéité, mais la pluie n'est pas rouge. Sur l'image représentant la boucherie des cannibales Zanziques venait de gicler une petite tache rouge brillante qui ajoutait une impression de vie à l'horreur de la gravure. Le vieil homme la vit et s'arrêta de parler avant même que l'horreur peinte sur mon visage ne lui rendût nécessaire. Il la vit et jeta aussitôt un rapide coup d'œil au plafond, au-dessus duquel s'étendait la pièce qu'il avait quittée 1 heure auparavant. Je suivis son regard et j'aperçus sur le plâtre grossier et vétuste une tache irrégulière et humide d'un rouge cramoisi qui s'étendait à vue d'œil. Je ne bronchai pas, mais me contentai de fermer les yeux. Un instant plus tard, retentit le plus démesuré de tous les coups de tonnerre, et la foudre balaya cette maison maudite aux secrets indicibles, m'apportant l'oubli qui pouvait seul sauver ma raison.